Donc, on va commencer. Donc, je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire sur le label Territoire Bio-Engagé. Alors, donc, comme vous le savez, le webinaire est enregistré. On va vous demander donc de couper vos micros pour éviter toute gêne sonore. Nancy Fauré, la directrice d'Interbio, va gérer le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit sur les deux temps d'échange qui sont prévus à cet effet. Et puis, donc, je vais passer la parole à Julien Franklin, notre président, pour l'introduction. Vas-y, Julien. Merci Laureline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi en tant que président d'Interbio Occitanie de vous accueillir pour ce premier webinaire sur le label Territoire Bio-Engagé. Il vous permettra de découvrir et de vous apporter aussi plus d'informations sur cette première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposées en France. Donc le webinaire, comme le disait Laureline, va s'articuler autour de 4 temps. Le premier, donc, ce sera la présentation de notre structure Interbio Occitanie par Nancy Fauré, notre directrice. Ensuite, Laureline donc fera la présentation du label Territoire Bio Engagé, donc Laureline Terris, chargée du label sur l'Occitanie et également chargée de communication pour notre structure Interbio Occitanie. Ensuite, nous aurons le témoignage de Didier Rey, Claude Gibert et Patrick Marcotte, qui représentent des collectivités qui sont déjà labellisées. Et nous clôturerons le webinaire par un temps d'échange afin que vous puissiez poser vos questions aux différents intervenants. Donc tout au long de la matinée, comme l'a dit Laureline, vous pouvez poser vos questions sur le chat, nous vous répondrons au fur et à mesure, ou nous reviendrons sur certaines questions à la fin du webinaire si elles nécessitent une réponse un peu plus longue que simplement sur le chat. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et toute l'équipe d'Interbio Occitanie reste à votre disposition pendant et après le webinaire. Merci. Merci Julien. Donc, je vais passer la parole à Nancy pour la présentation d'Interbio. Voilà. Oui, bonjour. Donc, rebonjour à tous et bonjour aux derniers arrivés. Merci de nous avoir rejoints. Donc, juste quelques mots pour vous présenter Interbio Occitanie, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas cette structure interprofessionnelle. Donc, nous sommes une association interprofessionnelle donc sur l'ensemble de la région Occitanie, en fait, qui regroupe cinq réseaux qui contribuent au développement des filières bio dans notre territoire. On retrouve donc comme classiquement de l'amont à l'aval de la filière bio, les associations de producteurs bio, représentées par Bio Occitanie, la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, la coopération agricole, OCBio, qui réunit les entreprises privées de transformation et de distribution bio de la région, Sud20 Bio, qui est elle-même une association interprofessionnelle rassemblant toute la viticulture régionale en bio, et puis un collège membres associés dans lequel on va retrouver des acteurs qui ne sont pas membres de nos 5 réseaux fondateurs, mais qui ont souhaité participer à cette dynamique de développement de la bio. On y retrouve des organismes certificateurs, des groupes mutualistes, assurances, et puis les mines de Toulouse et Montpellier, par exemple. Donc, c'est un collège qui est amené à se développer au fur et à mesure des partenaires qui nous rejoignent dans cette dynamique. Du coup, nos missions sont en fait des missions assez classiques pour une association interprofessionnelle. Laureline, si tu peux passer à la suivante. Merci. C'est bon? Oui. Donc, l'objectif de tous ces membres de l'association, c'est vraiment de porter le développement d'une bio durable en Occitanie, et le cœur de notre métier, c'est vraiment d'organiser la concertation entre tous les acteurs de la bio pour structurer, promouvoir et défendre une bio pour tous. Donc, ça passe par, comme je le disais, fédérer tous les acteurs, être un vrai lieu d'échange. Concrètement, nous avons au sein de l'interprofession des commissions filières, 10 commissions filières, grande culture, viande, apiculture, mais aussi des commissions transversales comme la restauration collective ou la distribution. Dans ces commissions, on réunit tous les acteurs volontaires pour parler structuration de filière, échange amont-aval, projet de développement, ce qui nous permet d'être un lieu vraiment d'interaction, voilà, au sein de l'Interpro.
Nous sommes aussi l'interlocuteur des pouvoirs publics, puisque sur tout sujet concernant la bio, on peut être sollicité et interpellé par les pouvoirs publics. Notre rôle, c'est aussi de promouvoir les filières et les produits bio régionaux auprès soit des opérateurs économiques, soit du grand public. C'est donc, comme je l'ai dit, la concertation, mais c'est aussi coordonner, accompagner le développement des filières bio. Par exemple, on va organiser d'ici la fin de l'année plusieurs journées thématiques avec nos partenaires et nos membres. Voilà, il y a la journée brassicole, il va y avoir une journée de rencontre sur les légumes sur Toulouse. Et puis, on va organiser avec ad hoc une journée sur les plantes médicinales et à parfum. Tout ça pour dire que les filières bio dans la région sont très importantes. On a la première région bio de France et de loin. Donc, forcément, les projets sont nombreux. Voilà. Et puis, le dernier sujet, c'est qu'on anime l'Observatoire régional de l'agriculture biologique. Voilà sur les missions. Sur les événements qu'on a pu mettre en place, et voilà, on a 3 événements au-delà de ces journées thématiques par type de production. On a 3 événements qui ont été mis en place il y a maintenant 2 ans. Alors forcément, le Covid a un peu perturbé tout ça, mais ça y est, on repasse enfin depuis 6 mois à des événements présentiels, puisque c'est quand même le plus efficace pour créer des échanges. C'est le forum des investisseurs où l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que sur une journée, tout porteur de projet, qu'il soit collectif de producteurs, entreprises ou autres, puisse rencontrer des investisseurs potentiels pour leur projet. Donc ça se passera en début d'année 2022 à Montpellier. Le colloque de la restauration collective bio et régionale, vraiment destiné aux élus, aux gestionnaires et cuisiniers, de façon à accompagner le fait d'introduire plus de bio régional dans les menus des restaurants collectifs. Alors, c'est à la fois une table ronde, mais surtout des ateliers très concrets. Le prochain a lieu le 8 décembre à l'île Jourdain, au collège, où on aura des thématiques comme comment introduire du bio régional à coût maîtrisé, comment se passer de plastique, c'est un sujet vraiment d'actualité là aussi. Et puis, on aura aussi un atelier de cuisine pour montrer que tout ça est jouable. Puis le troisième, c'est les rencontres à ProBio régionales où là, en fait, on fait en sorte, sous forme d'un mini-salon, de proposer aux entreprises de la région de rencontrer les acteurs de la distribution bio-régionale et le commerce de proximité. Donc le prochain aura lieu à l'automne 2022 à Montpellier. On a aussi, donc, je le disais tout à l'heure, l'Observatoire régional de l'agriculture biologique. C'est en fait un observatoire qui nous permet de collecter et de traiter les données relatives à l'évolution de la bio dans notre région, dans les territoires, et de faire des analyses des dynamiques bio à destination soit d'acteurs économiques, soit de collectivités. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi fin de l'évolution des filières, des opérateurs et de pouvoir voilà, gérer au mieux, ou en tout cas donner les éléments aux acteurs économiques pour qu'ils puissent gérer au mieux le développement de nos filières bio. Voilà sur nos trois événements. En tout cas, comme l'a dit Julien, notre président, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour toute demande, tout projet en rapport avec la bio. Que ce soit nous, l'équipe d'Interbio ou nos membres, on trouvera toujours le temps et les solutions pour vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup Nancy. Donc je vais reprendre la parole et vous présenter donc maintenant le label territoire bio engagé, donc qui est la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposées en France. Donc c'est un label qui a été créé en 2012 par la région, par Interbio Nouvelle-Aquitaine et qui a été proposé en 2014 par la région Aix-Midi-Pyrénées, qui a connu un développement jusqu'au moment, en fait, jusqu'en 2016, pendant la fusion des régions. Et là, le label a connu un stand-by, qui a été mis en stand-by. Et à partir de 2020, lors du lancement officiel en fait, du label sur 6 régions en France, le label a connu une nouvelle dynamique sur la région Occitanie. Donc, 6 régions en France, comme je vous le disais, proposent désormais le label, donc l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, mais également la Bretagne, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et la région Centre-Val de Loire.
Alors, à ce jour, on dénombre 290 communes et établissements qui sont labellisés sur la France entière. Et sur l'Occitanie, on est à 41 labellisés. Voilà. Alors, qui est éligible? On a dans un premier temps les collectivités et dans un deuxième temps les établissements. Pour les collectivités qui répondent à l'un des deux critères ou les deux, donc il suffit d'obtenir soit 15% de la surface agricole utile du territoire et ou 20% de produits bio dans les services de restauration collective. Le calcul là se fait en valeur d'achat. À noter aussi qu'à partir du 1er janvier 2022, on passe à 22% et au 1er janvier 2025, on passe à 25%. Pour les établissements, donc là, c'est le label établissement bio engagé qui est attribué aux établissements du type collège, lycée, restaurant administratif et ou d'entreprise. Et donc là, le critère auquel il faut répondre est le critère de la restauration collective avec donc les 20% de produits bio. Et donc, pareil, 22% au 1er janvier 2022 et 25% au 1er janvier 2025. À noter que sur le critère de la restauration collective, il est possible d'obtenir une mention spéciale, car si l'établissement ou la collectivité atteint plus de 50% de produits bio, mais qui proviennent d'Occitanie, on peut demander donc cette mention spéciale qui a pour objectif de valoriser l'engagement pour une bio régionale. Alors, ces pourcentages ont été définis selon les objectifs fixés dans le cadre du plan Ambition Bio. Il est également important de noter que les pourcentages sur le critère de la restauration collective est identique sur les 6 régions qui proposent le label, alors que sur le critère de la surface agricole, vous verrez que, si jamais vous voyez différents documents passer, que le pourcentage varie en fonction des régions. Cela s'explique tout simplement par le développement en fait, de l'agriculture biologique sur les régions. En Occitanie, nous sommes la première région bio de France, alors que, par exemple, pour les Hauts-de-France, évidemment, le pourcentage et le développement est différent. Je continue. Alors, en 2020, il a été également mis en place des niveaux de labellisation afin de dynamiser en fait le label, aussi bien pour les actuels labellisés, mais aussi pour les prochains labellisés. Donc, des niveaux ont été mis en place, aussi bien sur le critère de la surface que sur le critère de la restauration collective. On retrouve donc un niveau de base sur la partie SAU qui s'élève entre 15 et 20%, un niveau 1 qui s'élève entre 20 et 35%, un niveau 2 entre 35 et 50% et le niveau 3 à plus de 50% donc de surface agricole utile en bio. Sur le critère de la restauration collective, on a un niveau de base qui s'élève, enfin qui est compris entre 20 et 25%. Donc, à partir du 1er janvier 2022, on va passer à 22%, donc le niveau de base c'est entre 22 et 25%. Le niveau 1 entre 25 et 35, le niveau 2 entre 35 et 60%, et enfin le niveau 3, plus de 60% de produits bio servis dans les repas des restaurants scolaires et collectifs. Je continue. Alors, quelle démarche pour obtenir le label? Donc, il y a 2 cas qui sont possibles. Le premier cas, vous avez déjà atteint l'un des 2 critères ou les 2. Vous vous rendez simplement donc, sur la plateforme territoirebioengagé.fr. Vous créez un espace bio engagé et vous faites votre demande en ligne accompagnée de différentes pièces justificatives. C'est moi donc qui reçois toutes les demandes, qui étudie au préalable avant de soumettre le dossier au jury régional, qui est composé donc du président d'Interbio, donc Julien Franclet, d'un représentant de la DRAF, d'un représentant de la région Occitanie, d'un représentant des maires, de la restauration collective, du réseau Bio Occitanie et de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Une fois que le jury a validé votre demande de labellisation, on organise dans un second temps un événementiel qui est donc la remise officielle en fait du label, qui a pour objectif de valoriser votre démarche auprès des différents publics. Donc ça, j'y reviendrai sur la slide suivante. Et ensuite, cas numéro 2, en fait, vous souhaitez demander le label, mais vous n'avez pas atteint les différents objectifs. Donc là, on vous invite simplement à prendre contact avec nous. Et en fait, Interbio Occitanie va vous mettre en relation avec les acteurs du territoire qui pourront vous accompagner en fait, dans votre démarche de développement. Je continue.
Alors, adhérer au label, c'est accéder à différents conseils et invitations. Dans un premier temps, vous pouvez accéder à un conseil en restauration collective, donc sur différentes problématiques telles que les problèmes d'approvisionnement, de maîtrise de coûts, au plus près de votre territoire. Vous pouvez également accéder à un réseau de professionnels qui pourra vous aider à développer vos projets de territoire en lien avec l'agriculture biologique. Donc là, c'est avec l'appui des chambres d'agriculture départementales et des groupements d'agriculteurs bio ou GAB et Sylvain Bio d'Occitanie. En adhérant au label, c'est aussi, ça vous permettra d'accéder à un réseau de collectivités avec qui mutualiser vos expériences. Donc ça, en fait, c'est l'objectif de ce point-là, et en fait de créer une communauté des territoires ou un club des territoires bien engagés qui prendra naissance, qui naîtra donc, sur 2022. En fait, l'objectif était d'atteindre un certain nombre de collectivités labellisées. Donc là, on est à plus de 40. Et à partir de ce moment-là, avec ce petit vivier, on va pouvoir créer cette communauté. L'objectif étant de mettre en relation les différents labellisés afin qu'il y ait des partages d'expériences et que les personnes puissent s'apporter des conseils, des aides, voilà. Et ça, c'est donc un projet pour 2022. Adhérer au label, c'est aussi accéder à une invitation au colloque de la restauration collective bio et régionale. Donc Nancy vous en parlait tout à l'heure, c'est un événement qui est porté par Interbio Occitanie, qui aura lieu le 8 décembre prochain au collège Françoise Héritier à l'Île-Jourdain. Et donc c'est un événement qui a pour objectif de montrer qu'atteindre 20% de produits bio régionaux, c'est tout à fait faisable. Et donc c'est un événement qui s'articule en 2 temps. Avec donc la première partie, c'est une table ronde, une table de témoignages. Et sur un deuxième temps, on a 3 ateliers qui sont proposés. Donc, comme le disait Nancy tout à l'heure, un atelier sur la cuisine, sur le bio et la diversification protéique. Un autre atelier sur la gestion du coût. Et enfin, le dernier atelier sera sur la sortie du plastique en restauration collective. Et enfin, adhérer au label, c'est aussi accéder à une mise à disposition d'outils de communication. Donc ça, ce sont des éléments qu'on vous remet donc le jour de la remise officielle. Donc vous avez des photos de remise. Hein. La première a été donc organisée à Sainte-Juliette dans le 82. C'était une remise collective. Et donc sur l'autre photo, on voit la remise qui a eu lieu à Saint-Hippolyte. Donc on vous remet des panneaux qui sont à afficher à l'entrée de la collectivité ou sur l'établissement labellisé. On remet également un kit de communication prêt à être imprimé. Et enfin, il y a aussi un temps sur la signature d'un diplôme qui officialise en fait la labellisation de la collectivité. À noter que lors de cette remise, il est extrêmement important, c'est un événement important car il est très relayé par la presse et donc c'est un événement qui valorise véritablement l'engagement de la collectivité et ou de l'établissement. Je continue. Alors, adhérer au label, c'est valoriser et promouvoir les agriculteurs bio de vos territoires auprès de la population locale, régionale et nationale. C'est aussi valoriser les restaurants ayant déjà atteint les objectifs de la loi Egalim ou allant au-delà, auprès des convives et des parents d'élèves. Adhérer au label, c'est également valoriser les démarches en faveur de l'agriculture biologique et communiquer sur les communes exemplaires. C'est également créer ou consolider le lien entre les agriculteurs bio locaux et la restauration collective en les impliquant dans une démarche commune de labellisation. Et enfin, c'est encourager et impulser de nouvelles démarches de territoire en faveur de l'agriculture biologique avec une labellisation à la clé. Alors, pour obtenir ce label, une adhésion annuelle est demandée, qui s'élève, qui est donc partagée avec une cotisation forfaitaire qui s'élève à 200 € hors taxe, plus une cotisation proportionnelle qui s'élève à 0,0 € hors taxe par habitant. À noter qu'il y a un plafond qui s'élève à 5 000 € hors taxe par an. À noter également que les communes de moins de 500 habitants ne sont pas concernées par cette cotisation proportionnelle. Pour les établissements bio-engagés, donc pour ce label-là, il n'y a pas de coût en fait, c'est gratuit. Par contre, si l'établissement souhaite obtenir des supports de communication imprimés, Interbio Occitanie s'en chargera, mais sera facturé donc
les éléments à prix coûtant à l'établissement. L'idée de cette adhésion est vraiment pour animer la communauté des territoires, donc le club des territoires bien engagés, mais aussi communiquer autour de cette communauté. Et donc, il était important pour pouvoir atteindre ces objectifs de demander une adhésion au label territoire bio engagé. Je continue. Alors, avant de passer aux différents témoignages, il nous semblait important de faire un comparatif du label territoire bien engagé avec les autres démarches de labellisation. Donc, vous les connaissez certainement, il y a Mon Resto Responsable, EcoCert en cuisine et 1+bio. Donc, sur la première ligne, vous trouvez les différents logos. Sur la deuxième ligne, les porteurs du dispositif. Donc, pour le label territoire bio engagé, ce sont les différentes interprofessions bio-régionales. Donc, pour l'Occitanie, c'est nous, Interloccitanie. Pour le label Mon Resto Responsable, c'est la Fondation Nicolas Hulot et le réseau Restoco. Pour EcoCert en cuisine, c'est la structure EcoCert. Et pour 1+bio, c'est l'association 1+bio. Les critères minimums. Donc, pour le label territoire bien engagé, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a le critère donc, sur la surface qui s'élève à 15% et le critère minimum pour la restauration collective est de 20% et de 22% en 2022 et 25% pour 2025. Pour Mon Restoco, là, c'est un questionnaire d'auto-évaluation qui est demandé. Pour EcoCert en cuisine, le critère minimum en restauration, c'est la restauration collective et donc c'est 10% de bio. Et pour l'association et le label 1+bio, donc là, il n'y a pas de critère minimum. En fait, là, l'intérêt d'adhérer est d'ordre politique et communautaire. L'accès au label. Pour les collectivités, donc c'est la cotisation forfaitaire et proportionnelle selon le nombre d'habitants. Pour les établissements, c'est gratuit. Pour le label Mon Resto Responsable, le label donc, est gratuit. Pour EcoCert en cuisine, là, il y a une certification qui est payante. C'est un devis qui est émis en fonction des audits à effectuer. Et pour 1+bio, il est demandé une adhésion payante également en fonction du nombre d'habitants ou du nombre de structures. Les particularités par rapport aux différents labels. Pour le label territoire bio engagé, donc là, il y a une valorisation de la démarche politique territoriale, aussi bien sur la Restoco que sur la partie surface agricole. La particularité est également de s'inscrire en fait dans une démarche engagée au-delà des objectifs réglementaires et soutenue par les institutions publiques régionales. Pour Mon Restoco, là, les particularités sont dans un premier temps une thématique très large avec 4 piliers et 12 axes de progrès. Et il est également possible de progresser à son rythme. Pour EcoCert en cuisine, là, c'est un contrôle qui est réalisé par un auditeur agréé. Et pour le label 1+bio, là, la particularité est l'organisation d'un événement que vous connaissez déjà peut-être tous, un événement annuel qui s'appelle les Cantines Rebelles. Alors, j'en ai fini pour la présentation du label Territoire bien engagé. Ce que je vous propose, c'est de peut-être répondre à différentes questions s'il y en a avant de passer au témoignage. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat, mais j'ai répondu au fil de l'eau parce que c'est des questions assez simples. Voilà, que ce soit sur comment on pouvait savoir qui était labellisé dans la région. Donc, sur le site Territoire Bio Engagé, vous avez une cartographie qui vous présente, où vous pouvez retrouver tous les établissements et les collectivités labellisées. Voilà. Et après, il y avait des questions sur est-ce que des établissements privés pouvaient être labellisés. Donc, certains établissements scolaires privés peuvent en effet être labellisés établissements bio engagés. Ok. Il y a une question sur pourquoi au 1er janvier 2022, on augmente le taux pour être labellisé. C'est que comme la loi s'applique, les 20% de bio en restauration collective s'applique au 1er janvier 2022, on ne pouvait pas labelliser, faire une labellisation sur un critère qui finalement est devenu la règle, même si on sait que ça sera compliqué, que tout le monde ne sera peut-être pas dans les clous parfaitement au 1er janvier 2022. Voilà, on est sur une démarche de valorisation et donc plutôt de progressivité, d'où cette augmentation du taux pour obtenir le label en 2022 et en 2025. Voilà, maintenant s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ok, merci. Alors je vois une question pour le colloque de la restauration scolaire, de la restauration collective bio-régionale. Ça aura lieu à l'île Jourdain, dans le Gers, au collège Françoise Héritier.
qui est à 100% de bio. Voilà, exactement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au témoignage. Ok, donc je vais passer la parole à Didier Ray, qui est le directeur du restaurant scolaire de Legvin dans le 31. La commune, en fait, est labellisée sur les 2 critères, donc aussi bien sur le critère de la surface avec 20,41% en bio, donc là on est sur le niveau 1, et sur le critère de la restauration collective avec plus de 54% de produits bio. À noter que la commune compte 3 restaurants scolaires et sert plus pratiquement 1000 couverts par jour. Donc Didier, je te laisse la parole. Merci Laureline. Bonjour à tous. Mais tu as tout dit finalement dans la présentation. Je suis le directeur du service de restauration à la ville de Legvin, une commune de la Haute-Garonne qui compte environ 10 000 habitants. Nous servons donc des repas bio depuis déjà les années 2000. Bon, à l'époque, nous servions un menu par trimestre environ. Puis, nous avons augmenté les fréquences. On est passé à un menu par mois, ensuite 2 menus par mois, un menu par semaine. Et puis, actuellement, nous sommes à 2 menus bio intégralement par semaine. Nous servons, donc, comme tu l'as dit, 980 couverts jusqu'à 1000 maintenant couverts par jour. C'est d'ailleurs les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Les mercredis, un peu moins de couverts puisque ce sont les centres de loisirs. Ça représente un quart, à peu près 250 couverts. Et puis, il y a aussi des vacances scolaires, donc avec des centres aérés. Donc, nous sommes ouverts quasiment toute l'année. Il n'y a que la semaine entre Noël et le 1er juin où le service est fermé. Nous, de notre part, de notre côté, pardon, on a fait la démarche depuis 2014 et nous sommes labellisés au label TBE. On a fait la démarche aussi, comme tu en parlais tout à l'heure, nous sommes labellisés EcoCert au niveau 2 aussi. Dire quoi d'autre, nous avons mis en place, bien sûr, des menus végétariens par rapport à la loi Egalim. Et c'est vrai que le fait d'être labellisé territoire bio engagé va dans ce sens-là aussi. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de notre position. Puis je suis prêt à répondre aux différentes questions des gens qui seraient intéressés pour avoir divers renseignements. Voilà pour moi. Ok, merci Didier. On va d'abord peut-être passer au témoignage de Claude. Claude, est-ce que tu es disponible? Oui, je suis dispo. Tu es disponible, parfait. Je suis dispo pour 10 minutes, un quart d'heure, donc et je reviendrai après avec vous, mais j'ai un impératif là d'ici quelques minutes, donc voilà. Pas de souci. Donc moi je suis producteur bio depuis 2001 sur une exploitation polyculture végétale, c'est-à-dire avec des céréales, du raisin de table, de l'ail, des oignons, et un outil de transformation avec mon fils sur la commune de Sainte-Juliette dans le Tarn-et-Garonne, qui a aujourd'hui on est labellisé depuis le 8 septembre 2021, c'est-à-dire c'est tout récent. Et on a réussi, suite à la participation de la communauté de communes il y a 3 ans, dans la construction d'un GI2E à travers un groupe de producteurs bio adossé à une coopérative qui s'appelle Calisol. Et on a créé un GI2E et on a eu l'agréable surprise de voir rentrer la communauté de communes dans ce GI2E à travers la commission agricole notamment. Et ça nous a permis en septembre là, de pouvoir remettre le label territoire bio engagé à 6 communes sur 22 que constitue la communauté de communes, et avec quelques communes sûrement l'année prochaine avec les chiffres 2020 ou 2021, puisqu'on a eu une grosse augmentation
de surface engagée en bio depuis 2019, 2020, 2021. Là. Bon, 2022, je pense que ça va se calmer un peu. Mais donc, je pense qu'on pourra labelliser peut-être 3 ou 4 communes supplémentaires l'année prochaine sur le territoire. Et moi, ça nous a paru important au sein de la communauté de communes, parce que je suis aussi conseiller municipal de ma commune, j'avais oublié de le préciser. Et donc, ça nous a paru à quelques producteurs assez important de mobiliser les collectivités locales, parce que c'est vrai que ça permet une dynamique, notamment sur tout ce qui est filière agricole, installation d'outils de transformation, j'espère, assez rapidement, et une dynamique sur toutes les communes par la présence de flyers expliquant ce que c'est la bio, pourquoi se convertir, ainsi de suite. Et tout le travail sur la production, mais aussi, nous, on est un territoire, je dirais pas reculé du Tarn-et-Garonne, mais enfin, un peu en manque d'outils de filière aval, notamment de transformation ou de première transformation. Et c'est vrai que j'espère que dans l'avenir, à travers la commission agricole de la communauté de communes et plus largement la commission économique, de pouvoir attirer peut-être quelques transformateurs, quelques artisans, pour développer les filières locales bio, parce qu'on produit beaucoup de choses sur notre territoire, autant en élevage qu'en production végétale. Donc, on a quelques installations en élevage, ce qui est rare, notamment sur des chèvres laitières, des brebis, viande. Donc, avec une demande locale, et on est en train d'essayer de mettre en place un point de vente sur la communauté commune, un ou plusieurs peut-être même, et une dynamique dans les 7 ou 8 restaurants collectifs portés par les communes ou par les 2 EHPAD qui se trouvent sur le territoire. Et c'est vrai que je pense que le label va permettre de donner une visibilité à tout ça et une dynamique à la communauté de communes et à tous nos élus. Voilà. Si vous avez d'autres précisions, je pourrais répondre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Claude. Alors, il y a une question qui est posée à Didier. Didier, comment êtes-vous passé, alors comment avez-vous été accompagné pour passer au label territoire bio engagé et par qui? J'étais en train de répondre par écrit. Ah, d'accord, bah voilà, on va. Non, il n'y a pas de souci, je vais faire une réponse générale. À la base, c'est une démarche personnelle qui a été appuyée par les élus de ma commune. Je leur en ai fait part parce que voilà, moi, je n'ai pas pouvoir de décision sur tout quand même. Mais voilà, à la base, c'est quand même moi qui ai voulu faire cette démarche pour valoriser le travail des agents, le travail en général qui est fait sur notre service de restauration. Ok, et donc comment tu as entendu parler du label, parce que c'était à l'époque, c'était au début du label territoire bien engagé. À l'époque où nous avions fait, si tu te souviens, les premières journées sur la commune, où on avait entrepris des journées de découverte des produits bio. Je ne sais pas si tu te souviens de ces journées-là. Et voilà, et c'est à ce moment-là que la région Midi-Pyrénées, puisque c'était la région Midi-Pyrénées à l'époque, vous aviez entrevu le fait de mettre en place ce qui avait été fait à la région Aquitaine, à savoir le territoire bio-engagé. Et partant de là, j'ai suivi votre démarche et pour finir, j'ai été la première collectivité par rapport au service restauration à obtenir le label TBE. Très bien. Merci beaucoup.
Ok, on va continuer donc les témoignages avec Patrick Marcotte, donc, qui est conseiller municipal sur la commune de Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales. Donc, la commune a été labellisée sur le critère de la SAU avec plus de 20% de surface agricole utile en bio, donc le niveau 1. Donc, je te laisse la parole, Patrick. Oui, bonjour à tous et à toutes, et en particulier aux participants des Pyrénées-Orientales, donc je connais quelques-uns. Que vous dire, pourquoi notre commune de Saint-Hippolyte, donc située au nord-est de Perpignan, pourquoi on s'est engagé dans cette démarche de territoire bio engagé, une démarche sur la surface agricole, je tiens à le préciser. Il se trouve que bon, nos restaurants scolaires des écoles de Saint-Hippolyte sont desservis par une cuisine centrale, celle de l'UT6, qui fait de temps en temps qui utilise de temps en temps des produits bio, mais enfin donc sur lequel on n'a pas la maîtrise des approvisionnements. Donc c'est bien sûr la démarche au titre de la surface agricole que nous sommes engagés sur la démarche TBE. Il se trouve qu'on est aussi dans un département, il faut le rappeler, qui est lui-même classé 3e pour le critère de pourcentage de surface agricole avec un peu plus de 30%. Donc, ce n'est pas étonnant que plusieurs communes donc, contribuent à ce rang national. Alors, je reviens à la vocation agricole de notre commune, hein, qui est une particularité, enfin, avec 2 ou 3 autres, dans la communauté d'agglo de Perpignan, avoir une vocation agricole très marquée, avec une tradition de production surtout orientée vers les fruits et légumes et la vigne. Et donc, progressivement, au cours des années, effectivement, il y a plusieurs agriculteurs de la commune qui se sont convertis. Ça a commencé par des 2 ou 3 producteurs qui faisaient de la vente directe et dont un faisait de la livraison de panier. Ensuite, il y a eu une démarche collective qui a boosté en fait l'initiative bio sur la commune. C'est celle qui a été portée par une coopérative, la coopérative Terraneo, qui a son siège sur la commune et au sein de laquelle s'est initiée une démarche de conversion de plusieurs producteurs. Et donc ça a été un bond significatif en termes d'importance de l'agriculture biologique. Et puis également l'initiative d'éleveurs de l'arrière-pays, donc des Pyrénées-Orientales, qui sont descendus dans la plaine pour y rechercher et cultiver des céréales et des fourrages pour gagner en autonomie fourragère sur des terrains qui étaient donnés à cultiver sur des bails précaires par des propriétaires sur des terres en friche. Et c'est donc on a une vocation agricole très marquée donc de la commune avec 400 hectares cultivés. Il y en a, je crois qu'il nous a permis donc 88 hectares qui ont été recensés en bio, donc qui nous ont permis d'atteindre les 24% et donc de la possibilité d'avoir le label territoire bio engagé. Mais on a aussi également un territoire qui est tout autant marqué par l'importance des friches. 400 hectares cultivés, donc 90 environ en bio, et autant d'hectares, 400 hectares en friche. Et c'est, on va dire, la principale raison de notre démarche communale vers le territoire bio engagé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté communale très forte de reconquérir les friches et de consolider la vocation agricole de la commune. Et quoi de mieux que de signaler, de donner le signal d'une commune déjà engagée en label territoire bio engagé pour attirer, c'est en tout cas notre objectif principal, pour attirer de nouvelles installations et de nouveaux projets agricoles en agriculture biologique. Voilà ce que je pouvais dire en résumé. Je suis prêt à répondre, bien sûr, à toutes les questions. Merci beaucoup, Patrick. Alors, si vous voulez, on peut passer aux questions si vous en avez pour les différents intervenants.
Laureline, moi Oui. j'en aurais une. Est-ce que il pourrait vraiment nous expliquer ce que leur a apporté le label Territoire Bio-Engagé, comment ils s'en servent aujourd'hui? Vraiment aller plus loin dans cette explication sur effectivement ils ont accédé au label, mais comment ils s'en servent au jour le jour et comment ils font vivre le label sur leur collectivité. Ok. Didier, je te laisse répondre en premier, vu que tu es le plus ancien à avoir été labellisé en plus. Oups, Didier, il a disparu. il est où? Ok. Alors Claude est parti aussi pour un quart d'heure. Et Patrick, bah, tu peux peut-être répondre à… Alors, moi, ce que je peux dire, je n'ai pas encore le recul que de mes collègues par rapport à la démarche, puisque on l'a engagé, enfin, ça s'est officialisé donc au mois de mars dernier. Ce que je peux dire, c'est que les premières retombées, les effets collatéraux positifs, c'est que depuis cette démarche, il y a déjà un nouvel agriculteur, un vigneron, un viticulteur, pardon, qui a décidé de convertir quasiment 50 hectares de plus au début de l'été. Donc il y a déjà un effet de dynamique interne sur le milieu agricole communal. Et puis après, ben, effectivement, ce qu'on en espère, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'attirer vers notre commune l'installation de nouveaux projets. J'en veux pour preuve, par exemple, il y a un lot de 6 hectares propice à l'arboriculture qui est proposé actuellement par la SAFER pour un nouvel installé. Et donc, dans la fiche qui circule de cette vente, est précisé que cette terre est en friche et qu'elle est susceptible de certifier immédiatement et que la commune participe d'une dynamique bio au travers du label, quoi. Donc, c'est un peu un effet de dynamisant sur la dynamique d'installation. Je dois préciser que, en parallèle, bien sûr, cette politique de reconquête des friches se mène avec l'animation foncière réalisée par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Ok, merci bien. Merci Patrick. Didier, tu es là? Je pourrais peut-être rajouter aussi qu'il y a en fait, il y a eu un effet de communication aussi interne à la commune parce que en fin de compte, on est une commune qui, comme en périphérie de Perpignan, les habitants ne connaissent pas forcément toujours les pratiques agricoles qui les environnent. Et donc, ça a été aussi un effet de communication pour les habitants de découvrir qu'en fait, un quart de la surface agricole et des pratiques agricoles sur la commune étaient en bio. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'était pas forcément connu, puisque il y a que 2 ou 3 producteurs qui sont en vente directe. Donc, tous les consommateurs et les habitants de la commune ne le connaissaient pas, la démarche. Si je peux, Laureline, juste compléter, parce que j'ai promis au maire de la Fouillade que j'utiliserai son témoignage. Donc la Fouillade, c'est la commune de l'Aveyron qu'on a labellisée il n'y a pas très longtemps, une dizaine de jours, et qui nous disait donc que eux, ils ont fait le compte du nombre d'emplois bio dans la région en finalement additionnant bien sûr les exploitants agricoles en bio de la commune, mais aussi le fait qu'ils ont un magasin de producteurs qui est quasiment bio, voilà, et ils ont une entreprise bio sur le territoire communal. Donc, en additionnant tout ça, ils sont arrivés à 80 emplois finalement liés directement à la bio. Donc, ils ont décidé de communiquer dessus. Et je trouve qu'ils ont une agence immobilière sur la commune qui a félicité le maire en lui disant qu'elle allait s'en servir comme un argument de vente pour des gens qui voudraient s'installer sur cette commune de l'Aveyron. Je trouvais le témoignage vraiment intéressant. J'ai promis que je l'utiliserai à l'avenir quand on parlerait de territoires bien engagés. Donc, comme ça a été dit, c'est à la fois valoriser la commune, la collectivité, ou comme le disait Didier Ré tout à l'heure, les agents aussi, quand on parle de restauration collective, le fait de pouvoir communiquer autour de l'engagement dans le changement de pratique, autour de l'introduction de bio, c'est
aussi positif pour les salariés, les agents de la collectivité. Et puis c'est aussi une reconnaissance pour les agriculteurs et par rapport à leurs pratiques. Donc, c'est vrai que ça permet en termes de communication de faire pas mal de choses finalement. Alors, Didier Ray a eu un petit problème d'ordinateur, donc il a été obligé de se déconnecter. Il tente de revenir parmi nous. Donc, voilà. Si vous avez aussi des questions donc pour Claude ou Patrick. Une question sur le recensement des friches dans le chat pour Patrick. Comment vous avez recensé les friches? Comment on a recensé les friches? C'est un travail d'animation réalisé par une technicienne de la Chambre d'agriculture, donc qui a recensé toutes les friches sur le territoire et qui, au travers de son travail d'animation, est en train de mettre en lien des porteurs de projets, des porteurs de projets avec des propriétaires. Donc, il a fallu aussi il faut qu'elle contacte tous les propriétaires pour essayer de les convaincre de redonner de l'usage agricole à leurs terres. C'est pas forcément le plus facile dans un territoire où ici comme ailleurs la spéculation foncière et en lien avec l'immobilier est une des raisons très importantes sur l'importance des friches. Et, petit à petit, donc il y a des réunions de concertation entre des propriétaires volontaristes et des porteurs de projets pour mettre en adéquation les besoins des uns avec ceux des autres, quoi. Alors, c'est pas simple, hein. Mais je vois qu'il y a aussi une dame, Madame Jamelin, qui posait la question les principaux freins rencontrés au niveau des structures collectives. Alors, je ne sais pas ce que ça signifiait, mais sur Oui, peut-être que Madame Jamelin, si vous pouvez prendre la parole, parce qu'il y avait, je pense, une question en 2 temps, les retours d'expérience sur l'approvisionnement des filières en bio. Alors, je ne sais pas si… Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je ne connais pas encore très bien la thématique, c'est pour ça que je me demandais s'il y a au niveau organisationnel, logistique, voilà, il n'y avait pas déjà des freins qui étaient repérés pour un territoire, disons, qui aurait déjà le pourcentage de SAU sur son territoire, mais voilà, j'imagine que c'est quand même des projets qui doivent être assez ambitieux à mettre en œuvre. Du coup, je me demandais s'il y avait déjà des retours d'expérience sur des points un peu clés auxquels faire attention pour une collectivité qui veut augmenter la part de bio dans la restauration notamment. Oui, alors ça c'est typiquement le travail qu'on fait autour du colloque sur la restauration, l'introduction de bio dans la restauration collective, mais aussi le travail d'accompagnement que font les structures départementales dont a parlé Laurine, que ce soit les chambres ou les GAB et les CIVAM. Voilà, c'est-à-dire qu'une collectivité qui souhaite renforcer l'introduction de bio dans sa restauration collective, elle peut en effet se rapprocher de ces organisations-là pour être accompagnée. En général, ça passe par déjà un audit des pratiques parce que moi, je prends souvent cet exemple, si pour atteindre les 20% de bio, on modifie juste le fait qu'on remplace le yaourt classique par un yaourt bio, éventuellement le pain, voilà, on passe à côté, je pense, de l'intérêt vraiment de la démarche et on aura du mal à atteindre les 20% de bio, surtout si on souhaite que ce bio soit régional. Donc, il y a souvent une démarche un peu d'audit pour trouver les marges de manœuvre, à la fois pour des filières, pour voir en termes d'approvisionnement, mais aussi des marges de manœuvre financières. Et c'est tout l'intérêt du colloque où justement on vous permet d'avoir des témoignages très concrets sur ces sujets-là, à la fois l'approvisionnement, le côté financier, etc. Si je peux compléter. Fanelli, oui, vas-y. Il y aura Bénédicte après qui veut prendre la parole aussi.
D'accord. Juste par rapport aux accompagnements et l'expérience qu'on a, nous, à Bio46, donc on a l'habitude d'accompagner les différents établissements qui veulent introduire des produits bio. On fait pour ça des diagnostics complets, comme l'a présenté Nancy. Et vraiment, ce qui ressort, c'est que pour chaque établissement, chaque structure, chaque commune, il y a une problématique différente et elle peut être très variable et elle est rarement sur le lien entre les distributeurs, enfin l'établissement et les agriculteurs. En tout cas, c'est pas la première problématique. Et pour donner un peu d'expérience, de retour d'expérience, on a des accompagnements où, par exemple, le principal frein, c'était au niveau de la gestion du personnel. Le chef cuisinier n'avait pas l'autorité pour imposer un choix à son équipe. Et donc, il a fallu revoir entièrement l'organigramme, l'organisation de l'équipe de cuisine avant de pouvoir réfléchir à un projet bio. Ensuite, par exemple, sur un autre établissement, la problématique venait sur la taille du portail, la présentation du toit de l'établissement qui ne permettait pas aux camions de rentrer à l'intérieur et donc de faire une livraison correcte. On a dû modifier le bâtiment et l'ouverture du portail pour pouvoir introduire des produits bio. Vous voyez, c'est très... l'analyse va vraiment permettre énormément de réflexion et d'approche, et c'est pas forcément les agriculteurs qui vont poser problème. Et après, des structures comme les chambres d'agriculture ou les groupements d'agriculteurs bio vont travailler en dernier plan, on va dire, sur l'introduction des produits bio locaux. Et là-dessus, bah, pareil, on a des outils, on a des expériences. Je pense, par exemple, nous, sur le département du Lot, on développe énormément la réflexion autour de la vente de carcasses. Et donc, on rassemble plusieurs établissements pour pouvoir faire des commandes globales et on va acheter des carcasses et les morceaux vont être répartis sur les différents établissements. Donc, vous voyez, c'est des solutions qui sont proposées après en dernier temps. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour tout ce qui est logistique et livraison, il y a un fort travail de planification en amont et de travail sur le long terme avec les agriculteurs à avoir. Voilà. D'accord, merci beaucoup Fanélie. Je vais passer la parole à Bénédicte Firmin du CIVAM Bio 34. Oui, bah du coup, en plus, c'est en lien avec ce qu'a dit Fanélie du Bio 46. C'est vrai que sur les trois témoignages qu'il y a eu, en fait, on voit qu'il y a quand même 2 communes qui sont rentrées uniquement par la surface agricole utile et pas par ce critère de restauration collective, alors qu'on a rappelé qu'effectivement, il faut être à 20% de produits bio à compter de 2022. Donc, on imagine que les communes se préparent. Et c'était aussi pour rappeler le dispositif dont peuvent bénéficier certaines communes, en fait, jusqu'à fin octobre, mais qui va peut-être être prolongé, justement pour se faire accompagner pour introduire plus de produits bio locaux. Alors, je me suis permis du coup de regarder pendant le webinaire justement les communes de Saint-Juliette et Saint-Hippolyte qui sont effectivement éligibles à ce dispositif. Et comme l'évoquait Fanélie, dans ce dispositif, on peut demander un accompagnement par des structures. Donc, nous aussi, c'est quelque chose qu'on fait dans le 34. Notamment, cette phase de diagnostic, elle peut être prise en charge par cette aide à certaines cantines. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se faire accompagner sur ces problématiques. Et voilà, ça peut permettre à certaines communes, j'imagine, d'être labellisées que par cette entrée restauration collective, ou du coup aux communes déjà labellisées sur le critère de surface, de se faire labelliser par ce critère-là aussi, parce que je pense qu'il y a des dynamiques et des points importants à faire entre les deux, quoi. L'intérêt d'interne les 20% restauration collective aussi aujourd'hui, c'est que ce soit du bio local, en fait, du bio du territoire, et de créer vraiment une dynamique sur ce territoire. Voilà. Merci Bénédicte de rappeler en effet cet effort. Et en tout cas, oui, aujourd'hui, les critères sont la liste des communes. Peut-être que tu peux dire où elle est disponible, la liste des communes éligibles au dispositif. Oui, je vais vous le renvoyer. Du coup, c'est sur le lien ASP. Donc, je viens d'aller la consulter. Je vous la renvoie et je vous mets le lien dans le chat. Merci Bénédicte. Parfait. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat de Madame Cugnac de la ville de Gaillac pour Patrick. Les porteurs de projets sont-ils suffisamment nombreux par rapport aux friches recensées sur les exploitations agricoles existantes? Les transmissions se font-elles systématiquement?
Alors, j'étais en train d'essayer de répondre, mais je n'avais pas fini. Donc, pour répondre pour tous, en fait, non, les transmissions ne se font pas automatiquement. On a chez nous comme ailleurs un problème lié à l'installation transmission. Hein. Il n'y a pas forcément de repreneur donc sur les exploitations qui cessent leur activité. Ceci étant, ce qui bloque, comme je l'ai dit, c'est surtout la spéculation foncière, qui est d'ailleurs totalement irraisonnée, puisque une bonne partie du territoire, enfin même le territoire n'est quasiment plus constructible. Et donc, c'est d'une manière irraisonnée que les propriétaires conservent leurs biens en l'état de friche parce que ils espèrent toujours, mais donc la possibilité de spéculer et de le vendre en plus-value, et c'est pourtant impossible. Ceci étant, bon, après, chez nous comme ailleurs, il nous faudra aller à la conquête, à la recherche de nouveaux porteurs de projets. C'est pas, ils sont pas foules, chez nous comme ailleurs. Donc, le label de territoire bio engagé est un atout pour nous pour aller communiquer à l'extérieur par le biais non seulement des SAFER, mais des établissements d'enseignement agricole du département et ailleurs. Je crois que là, il faut qu'on ait une démarche proactive pour attirer des nouveaux ou des nouvelles installées. Ok, merci. Est-ce que Didier, tu es de retour? J'espère que ça fonctionnera, parce que j'ai perdu une bonne partie de votre discussion, malheureusement. Bah, ouais, bah, tant pis, mais en fait, Julien Franclet avait une question pour toi. C'était de savoir comment tu utilises, comment tu communiques autour du label territoire bien engagé, le fait que ton établissement, enfin tes établissements soient labellisés territoire bien engagé. Oups. Ah. On a de nouveau perdu. Ah non. Bah, excusez-nous. La connexion dans le Gers, c'est compliqué. Non, pas dans le Gers. Oh, désolé, je parlais. Ah, voilà. Parfait. Je disais donc, nous avions communiqué par le biais des panneaux aux différents lieux sur la commune, à l'entrée de la ville, sur le centre du village aussi. Et nous sommes en train de travailler, grâce à la présence d'une stagiaire à l'environnement, pour la mise en place des flyers que nous allons distribuer au niveau des écoles et aux parents, voilà, qui sont d'interview. Et pour le moment, c'est à peu près tout ce que nous avons mis en place pour la communication. Ok, merci beaucoup Didier. Alors, il y a une question sur le développement. Oui, pardon. J'ai une question. Oui. Allô? Allez-y, on vous écoute. Je suis des Corbeil. Dans les critères d'éligibilité du label, est-ce qu'il ne serait pas aussi important d'introduire, que ce soit au niveau de la restauration ou de la surface agricole, des critères de contrôle? Parce que souvent, bon, on nous dit que c'est bio, le produit est bio, mais quand on regarde de près, ça pose pas mal de problèmes. Est-ce que ce n'est pas maintenant l'occasion d'introduire aussi ces critères de contrôle? Parce que souvent, les produits, on ne sait pas d'où ils viennent. Bon, bien sûr, là, dans les cas précis, on sait que ça vient de telle ou telle commune, mais de façon générale, on a ce problème. Et je pense que ces critères de contrôle de la qualité réelle, intrinsèque, doit être pris en considération. Merci. Merci pour votre question. Alors, lorsqu'on demande les pièces justificatives pour labelliser un établissement ou une collectivité sur le critère de la restauration collective, on demande automatiquement les certificats. Donc, à partir de là, on se base en fait sur les certificats qui ont été donnés aux différents fournisseurs, quoi. On ne peut pas aller vraiment au-delà. Et
En tout cas, qu'est-ce qu'on demande. Pour compléter la réponse de Laureline, l'avantage qu'il y a quand même par rapport au bio, c'est que c'est extrêmement encadré. C'est-à-dire que la labellisation bio, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'avez pas, vous n'êtes pas déclaré comme étant en bio, pour que ce soit pour les producteurs ou les transformateurs, et vous avez la visite d'un organisme certificateur indépendant tous les ans qui vérifie que vous respectez bien le cahier des charges bio. Donc ça, c'est très très encadré en bio avec ce contrôle annuel. Je pense que votre question, elle est peut-être plus sur l'origine des produits bio. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui, vous êtes labellisé en votre produit, un produit qui est labellisé en bio. En Europe, il respecte le cahier des charges européen. S'il vient de pays hors Europe, il y a une équivalence en fait entre les cahiers des charges hors Europe et le cahier des charges européen bio, qui vous permet d'afficher le fait que vous êtes un produit bio, qui soit produit brut agricole ou transformé. Donc ça reste quand même très encadré. Par contre, c'est sûr que il n'y a pas l'obligation d'identifier de manière précise l'origine géographique du produit, puisque le label bio ne garantit pas une origine géographique. Par contre, c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup, nous, à Intervio Occitanie, sur le fait de travailler sur des produits bio régionaux, et puis quand ils n'existent pas, éventuellement nationaux, mais d'être quand même dans cette démarche que le produit bio, il n'est pas fait le tour de la planète avant d'arriver dans les assiettes. Donc, et c'est possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le développement des filières bio, si on parle de la région Occitanie, est très important. On a une grande diversité de produits, tout simplement parce qu'on est la première région bio de France en nombre de producteurs, en surface, voilà. Donc, vous avez une grande diversité, à part le chocolat, le café, certains produits exotiques. On peut trouver du produit bio de la région ou nationale pour répondre à ces objectifs de 20% de bio en restauration collective. Et peut-être Nancy, pour compléter ton propos, on peut aussi céder soit des différents signes de qualité officiels qui sont d'attache régionale, mais également il y a une marque commune en fait qui s'appelle Sud de France Bio, qui peut aussi permettre d'identifier dans certains cas des produits qui sont bien produits en Occitanie. Okay. Et en plus, si je peux me permettre aussi, on a aussi accès à un annuaire des producteurs et des transformateurs, voire des metteurs en marché, sur l'Occitanie, ou qui référence tous les acteurs de la bio production et distribution, et qui est édité par l'interprofession, entre autres, et à distribution dans les champs d'agriculture, partout, quoi, dans tous les membres du réseau Interbio Occitanie. Oui, ça c'est le côté idéal. Hein. On y travaille à atteindre un idéal. Bon, des fois on l'atteint pas, mais on y travaille en tout cas. Ce que je vais dire, c'est que bon, les textes, entre les textes qu'on nous présente, qu'on lit ici et là, et la réalité, il y a quand même tout un monde. Hein. Bon, bref, c'est pas le. Moi, vraiment, ma question, c'est que au moment où on est en train d'établir ces labels, il faudrait quand même si c'est le cas, vous l'avez bien expliqué, mais quand même introduire la notion de contrôle, que ça soit bien visible dans le label. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous. Merci. J'avais moi-même une question à poser, si c'est possible. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le département des Pyrénées-Orientales avait déjà un pourcentage de surface agricole important, qui de mémoire doit dépasser les 30%. Est-ce que en fait la démarche territoire bio engagé est limitée à un territoire communal? Est-ce que c'est pas possible de le faire aussi à un niveau soit intercommunal ou départemental? Laureline, oui. Ouais, je te laisse répondre, Nancy. Oui, en fait, alors intercommunal, c'est possible puisque c'est un peu l'expérience de Claude Gibert
où finalement, alors là, ce sont les communes qu'on a labellisées parce que tout le territoire de la Comcom ne pouvait pas être labellisé parce qu'on n'atteignait pas les taux. En fait, on regarde ce qui se passe à la commune. Pourquoi? Parce que ce qui nous paraît important, c'est que ce soit une démarche qui parte vraiment du territoire local. Après, une Comcom qui atteint les taux, on peut en effet la labelliser. Un département, aujourd'hui, rien n'empêche en effet de labelliser un département. Ça se fait dans les autres, ça s'est fait en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez, vous avez un département au moins qui est labellisé. Et c'est vrai qu'en Occitanie, à ce jour, on n'en a pas. On n'a pas non plus forcément poussé à la labellisation des supra-territoires, donc des départements, pour cette raison que j'expliquais de démarche qui nous paraît être très très importante localement. Mais voilà, on a eu la question, y compris de la région Occitanie, une labellisation éventuelle. Si vraiment un conseil départemental venait à nous demander solliciter pour être labellisé, on le soumettrait au jury et c'est le jury qui décidera. Voilà. Le département qui l'aurait fait, on peut le citer déjà en Aquitaine? C'est le Lot-et-Garonne. D'accord. Alors, l'agriculture bio, peut-être. Il y a une question sur à ce jour, l'agriculture bio en Occitanie pourrait-elle honorer la demande si toute la restauration collective d'Occitanie atteignait l'objectif de 20% de produits bio? Il faudrait que je retrouve, on avait fait une note il n'y a pas très longtemps pour le conseil régional sur ce sujet-là, où on se rend compte que, en théorie, oui. En théorie, oui, les volumes produits dans la région, alors peut-être pas sur tous les produits. Si vous me demandez, par exemple, sur les pommes de terre, ce sera peut-être compliqué d'atteindre, d'avoir toutes les pommes de terre en restauration collective en bio, mais c'est possible parce que finalement, les volumes, si on prend la production agricole brute, les volumes consommés en restauration collective ne sont pas si importants que ça par rapport à la production. Voilà. Si je peux faire une réponse peut-être synthétique sans rentrer dans les détails. Et après, comme l'a dit Fanelli tout à l'heure de Bio46, ça va vraiment dépendre des produits recherchés. Et ce qui est important, c'est que atteindre les 20% de produits bio, ça peut être assez rapide si on va sur une démarche vraiment très locale. On parlait tout à l'heure de la viande. On peut parler des produits laitiers, on peut parler, voilà, ou des légumes, c'est tout à fait possible. Si je peux refaire encore une fois un petit témoignage par rapport à ça? Oui, vas-y. Dans les différents établissements qu'on a accompagnés, donc la demande, le pourcentage, au départ, les élus partent avec un fantasme qui va être de, je sais pas moi, 5% de bio ou 20% de bio, et c'est justement ces accompagnements-là qui vont permettre de savoir quel est le potentiel finalement autour de vous pour savoir combien introduire de produits bio. Et puis on arrive à des chiffres qui sont très variables selon les communes, mais par exemple, on a accompagné la commune de Saint-Céré dans le Lot. Ils étaient donc sur une cuisine très standard avec aucun produit locaux et bio. Là, en un an, ils sont passés de 0 à 80% de produits locaux, dont à peu près 50% de produits bio. Donc, il y a des marges de manœuvre, ça dépend vraiment des établissements, de l'accompagnement que vous mettez en place et encore une fois du travail sur le long terme que vous allez mettre en place avec les agriculteurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans le chat pour, je pense, Fanelli, sur est-ce que c'est 50% de bio local? Ben oui. Nous, on travaille à l'introduction de produits bio locaux uniquement. Enfin, tant qu'à faire,
il peut y avoir des établissements qui, de par leur situation géographique ou de par la taille de l'établissement, vont introduire d'abord du bio, on va dire, de toute provenance. Ça peut arriver hein, qu'on passe par ce schéma-là, mais nous, notre travail en tant que groupement des agriculteurs bio de notre département, ça va être d'abord et avant tout de travailler sur les produits bio locaux. Et quelle est la démarche que vous avez mis, par exemple, en place avec la commune de Saint-Céré? Comment vous avez monté le projet avec eux et si on peut aller un peu plus loin sur ce débat-là, ça serait intéressant de savoir comment vous avez, avec eux, comment vous avez construit ce projet, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une démarche d'accompagnement qui est assez forte. Nous, on met en place des accompagnements qui durent entre 6 mois et 1 an, minimum, on va dire, pour le lancement de l'action. Mais après, les accompagnements vont durer plusieurs années. Il va y avoir, alors pour vous expliquer un peu la procédure, on met en place un comité de pilotage qui va être constitué selon encore une fois les projets, mais généralement au minimum du chef de la restauration collective, de la personne en charge de la restauration collective au niveau de la collectivité, des élus, et souvent on introduit un parent d'élève, et à partir de ce comité de pilotage, on va travailler, réfléchir sur la mise en place de cet accompagnement qui, bien souvent, passe au-delà de l'analyse des coûts, de l'approvisionnement et du territoire, va passer par une analyse, je vous ai dit, psychologique ou qui va travailler, on va dire, sur les freins que peuvent rencontrer chaque personne qui vont être touchées par le projet. Donc les freins, ça va être, comme je vous l'ai dit, selon les communes, on a eu des freins qui étaient liés uniquement et strictement qu'à l'organisation des ressources humaines. Mais ça peut être aussi des freins liés à l'accompagnement des enfants entre midi et 2, le personnel accompagnant, ça peut être des freins liés à la perception des parents. Et donc, on va travailler ensuite, une fois qu'on aura analysé l'ensemble des personnes en lien avec ce projet et leurs freins, on va derrière chercher, nous, en tant qu'accompagnateurs, à faire des propositions. Et donc, ça va être la première partie de notre accompagnement, ça va être de proposer une liste à l'après-vert de toutes les solutions pour répondre à ces freins. Et ensuite, le comité de pilotage va travailler dans un deuxième temps sur comment il désire organiser ces propositions, parce qu'il va avoir une limite au niveau financier, parce qu'il va avoir une limite au niveau de je sais pas moi, des volontés des élus, etc. Et donc, on va organiser les différentes propositions et on va appliquer ensuite le plan d'action. Et je vous ai dit, dans l'avant-dernière commune qu'on a accompagnée, le plan était de revoir complètement l'architecture du bâtiment. Donc, il a fallu travailler sur plusieurs années pour pouvoir retravailler le bâtiment entre guillemets à moindre coût. Mais ça va être aussi de retravailler, dans certains établissements, on a dû retravailler tout ce qui était externalité financière pour pouvoir diminuer le coût global. On a travaillé sur, par exemple, l'isolation des bâtiments pour pouvoir diminuer le coût des dépenses d'électricité, ce qui permettait ensuite de rebasculer l'argent sur la matière première. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué, ça dépend vraiment beaucoup des différents établissements, mais et pour nous, cet accompagnement, il est très important. Mais par contre, il faut avoir cette prise en compte du long terme et de la planification. Est-ce que ça répond à vos questions? Je pense que ce qui est important, c'est en effet cette notion d'accompagnement avec un partenaire qui va avec qui vous allez prendre le temps de vraiment analyser les choses pour ne pas se retrouver dans une impasse ou risquer la déception parce qu'on n'y arrive pas ou les coûts font qu'on est finalement freiné dans l'ambition de la démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des marges de manœuvre financières pour mettre peut-être un peu plus de moyens dans la matière première qui est mise dans l'assiette aussi. Donc, il y a aussi un gros travail souvent sur le gaspillage alimentaire dans toutes ces démarches.
pour répondre à Madame Kuning, je ne sais pas prononcer son nom, de Gaillac, là je vois qu'il y a eu une problématique sur l'organisation de la filière légumes qui n'a pas pu répondre à la restauration collective. Et donc là, les accompagnants peuvent vraiment travailler, toujours pareil, hein, la notion de long terme, mais ça va être de travailler par exemple sur l'installation de producteurs sur votre territoire pour répondre à ça. Ou ça peut être par exemple la mise en place d'une régie municipale pour installer de la production municipale pour répondre vraiment à la cantine. C'est vraiment, les projets sont très variables et dépendent énormément de la collectivité. Après, pour compléter aussi peut-être ta réponse, tout dépend ce qu'on entend par local aussi. C'est-à-dire que quand, au moins dans un premier temps, on ne peut pas, voilà, Patrick a répondu ce que je voulais dire dans le chat, mais si on ne peut pas trouver en local ou dans le département la production, on va la trouver dans le département d'à côté ou dans la région. Voilà, et ma réponse a été plus à l'échelle de la région. Et en production légumière, on a quand même une production légumière qui se développe en Occitanie. Voilà, et quand je disais tout à l'heure qu'on organise une journée sur le légume bio, c'est que on a des metteurs en marché qui cherchent du légume bio. On a des producteurs soit déjà en bio et qui se posent la question de développer leur production, soit autour de la région toulousaine, par exemple, on a des producteurs qui sont en grande culture aujourd'hui, bio, qui souhaitent diversifier leur production et qui se posent la question du légume, qui se disent mais est-ce que je vais avoir des opérateurs qui vont m'acheter mes produits, et c'est pour ça qu'on a à Interbio décidé d'organiser cette journée de mise en relation amont-aval pour permettre la concrétisation de ces projets. Donc, faut pas hésiter quand il y a une impasse à se tourner vers nos organisations, on trouvera toujours la solution. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions ou veulent témoigner? Moi, j'aurais juste une question, enfin une remarque, mais, ou une interrogation. Est-ce que le travail que fait Bio46 est transposable dans tous les départements à travers la FRAB notamment, ou est-ce que vous êtes prêt à sortir du lot pour aller dans les départements à côté, pourquoi pas, pour mettre en place ces méthodes de réflexion et d'avancement? Est-ce que c'est à moi de répondre, Bio46? En fait, on trouvera toujours une solution, j'allais dire, soit l'important c'est que toute collectivité qui souhaite être accompagnée, on trouve la structure qui va l'accompagner. Soit, comme le dit Claude, peut-être par de la mise en relation avec un département voisin, soit le réseau des chambres peut aussi être sollicité. Voilà, mais en tout cas, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il ne faut pas qu'on laisse une collectivité qui souhaite être accompagnée sans solution. Donc, on la trouvera dans les différents réseaux, il faudra qu'on la trouve. Voilà. Parce qu'on est convaincu que sans un accompagnement, ça peut être compliqué, quoi. Voilà. Donc, or, bien accompagné, ça marche et on a des tas d'expériences. Et je vois que Bénédicte refait un coup de pub pour le colloque de la RHD dans le chat. Donc, j'allais le faire. Merci Bénédicte. C'est-à-dire, c'est typiquement à l'occasion du colloque de la RHD bio régionale qui va se tenir le 8 décembre, qu'il y aura d'abord des témoignages très concrets par les pairs, et puis que voilà, si certaines collectivités souhaitent être accompagnées à cette occasion-là, on peut peut-être regarder comment y répondre. Mais oui, Claude, je vois très bien ce que tu veux dire. Non, mais c'est bien, mais c'est vrai que nous, on a eu ça quand on avait le GAB il y a 3 ans maintenant. Je sais que l'EHPAD du village de Lozerte a été accompagné un petit peu. Bon, ça s'est arrêté parce que le GAB n'a pas pu poursuivre son existence, mais aujourd'hui, on se retrouve un petit peu sans moyens, et c'est vrai que l'Interpro, je
pense qu'il faut qu'elle rende ce service-là de mise en relation et de. C'est l'un de nos objectifs aussi avec le label, c'est-à-dire de permettre à des collectivités de se manifester et puis de pouvoir leur trouver une solution d'accompagnement. Mais la solution existe, j'en suis convaincu. Hein. J'ai coupé la parole à quelqu'un, je ne sais plus à qui, mais. C'était à moi de Bio 46 et je disais qu'on n'était pas très loin, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. Ouais. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repasser la parole à Julien Franclet pour conclure ce webinaire. À noter juste avant que j'enverrai à tous les participants du webinaire donc la présentation qui vient d'être projetée, plus si vous souhaitez le pré-programme en fait du colloque qui aura lieu donc le 8 décembre prochain à Île-Jourdain. Voilà. Ah, il y a une question de Madame Cugnac de la ville de Gaillac. Travaillez-vous directement avec les groupes type Ensemble, Sodexo, délégataires de nombreux services de restauration collective? Alors, directement à l'Interbio, non. Même s'il y a parfois eu des échanges. Et voilà. Par contre, je pense que localement, il peut y avoir des discussions avec ces prestataires-là. Oui, peut-être pour compléter, en département, effectivement, on peut être sollicité par ces structures puisqu'elles-mêmes, elles ont des demandes des communes quand elles remportent des marchés justement sur des attentes en bio et local, ne serait-ce que par rapport à la réglementation. Donc, du coup, eux-mêmes cherchent à structurer des filières bio locales. Donc, nous, c'est vrai qu'on a des sollicitations de ces sociétés de restauration collective. Au niveau de l'Hérault, on a aussi travaillé avec 2 sociétés de restauration collective dans le cadre d'un projet, alors qui était plus un projet d'entreprise qui s'appelle Manger bio et local en entreprise, où on a accompagné 3 sites d'Orange pour développer justement du bio et du local. Et donc récemment, avec ces aides à certaines cantines, on a accompagné 2 communes à rédiger les marchés publics justement pour que les sociétés de restauration collective, donc il n'y avait pas de cuisine du coup, pour que ces sociétés de restauration collective justement introduisent du bio, mais du bio qui soit local. Donc on a travaillé pas mal sur ces critères-là de marché public en fait. Ouais. Voilà, donc sachant qu'aujourd'hui à peu près, je crois que globalement, il y a à peu près 40% du marché de la restauration collective publique qui est fait par des sociétés de restauration collective. Il y a quand même encore beaucoup de communes qui n'ont pas forcément de cuisine sur place. Tout à fait. Pour compléter, peut-être, quand on fait un accompagnement de collectivité, ce sont les collectivités qui sont accompagnées et dans ce diagnostic, il y a une analyse du restaurant et si le restaurant est en gestion concédée, quelque part, ça ne change rien. L'analyse va être faite auprès de Sodexo, peu importe la structure qui est en face. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, si c'est bon pour tout le monde, je vais donc repasser la parole au président d'Interbio Occitanie et je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui pour ce premier webinaire sur le label Territoire Bio Engagé. Vas-y, Julien. Merci Laureline. Donc, à mon tour de vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé donc, à notre premier webinaire. J'espère qu'il aura répondu à la grande partie de vos attentes, qu'il aura permis en fait, de vous mettre des données derrière et des images derrière le label Territoire Bio Engagé. À titre personnel, je suis très heureux vraiment qu'il y ait eu un grand nombre de questions sur la restauration collective, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées aujourd'hui des collectivités qui se font par la suite. Je pense que l'enjeu de demain, c'est effectivement comment consommer nos produits bio localement. Alors après, effectivement, on a bien entendu la problématique de la définition du local, mais en tout cas, je suis ravi que les collectivités s'intéressent
alors une part qui va devenir réglementaire, mais je pense qu'il y a aussi des volontés profondes sur le fait d'introduire des produits bio dans les restaurations collectives. Donc je suis très heureux de ce sens-là qui est donné en tout cas à ces démarches. Comme on l'a dit en introduction, donc Laureline qui a mis donc son contact. Je pense que vous l'aurez aussi dans ses mails. En tout cas, reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je redis ce qu'a dit également Nancy, hein, l'Interbio Occitanie est là pour trouver des solutions sur des endroits de territoire où il n'y aurait pas de solution facile à trouver. Nous avons la chance donc d'être assez transversal sur différents réseaux. Et il y aura tous ces réseaux sont plus ou moins représentés à l'échelle des départements. Donc on se fera vraiment force de trouver l'interlocuteur qui correspondra aux attentes de chaque collectivité. Donc je vous remercie encore à toutes et à tous. Merci aux 3 intervenants, donc Didier Ray, Patrick Marcotte et Claude Gibert pour leur intervention. Et puis au plaisir de vous rencontrer au colloque RHD, donc le 8 décembre à L'Isle-Jourdain dans le Gers. Merci à tous. Merci. Eh bien, Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Voilà. Au revoir à tous. On peut peut-être arrêter l'enregistrement, Nancy?